Madame, Monsieur, bonjour. Quel plaisir de vous retrouver en cette matinée. Nous sommes le 27 octobre 2024. Il est 8 h. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Amel Laribit nous rejoint. Déjà, Amel, bonjour. Bonjour, Noura. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Il fait beau hein, en ce moment. Oui. Hein. Ah, franchement. Ah, selon la conception fraîcheur. d'Amel Laribit, il fait très beau en ce moment. Il fait très bon. Voilà, très bon, très beau, pourvu que ça dure. Ah oui, Inch'Allah, ya Rabbi. Pourvu que ça dure. Voilà. Alors, Amel, tu sais que nous sommes à la veille de la célébration et des festivités donc, qui coïncident avec la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Donc, chacun de son côté, plusieurs secteurs donc, participent à la célébration donc, de cette date ô combien importante qui a été quand même charnière dans l'histoire de notre pays. Et justement, dans l'invité de la matinale aujourd'hui, notre amie Yazid Aït Mahiddin va recevoir Madame Sabrina Khaldi, qui elle est sous-directrice de la documentation et de l'audiovisuel au niveau du ministère des Moudjahidines. Yazid Aït Mahiddin reviendra en compagnie de son invité ce matin sur les préparatifs donc, des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et toujours donc pour les préparatifs, il va y avoir aussi de très belles expositions, Amel. Ah bah c'est bien. Très belles expositions, des expositions qui mettent en valeur d'ailleurs tout le patrimoine matériel, immatériel algérien. Une très belle exposition va se tenir du 31 octobre au 2 novembre au niveau d'une très belle demeure, la ville Abdelbef. Oui. Voilà. Et il y aura donc une panoplie d'artisans et d'artisanes qui seront présents afin de promouvoir, donc encore une fois, le patrimoine culturel algérien. Et toujours festivité du 1er novembre, ça fait déjà quelques semaines que notre ami Hassan Arab nous raconte une partie ou une facette des préparatifs donc, du 1er novembre 1954. Il le raconte très bien en plus, hein. Voilà, il le raconte très bien. Et puis à chaque fois, il nous ramène des exclusivités. Hein. Ah oui. Voilà, à chaque fois de nouvelles informations, à chaque fois des exclusivités justement pour comprendre un petit peu le contexte et tout ce qui a tourné autour des préparatifs du 1er novembre 1954. Et Samira Hadjamal, cette fois-ci, a choisi de rendre hommage à l'un des grands intellectuels donc, algériens, un grand pilier, donc il était écrivain, journaliste, intellectuel. Il s'agit de Tahar Ben Aïcha qui nous a quittés il y a quelques années, là, voilà. Et aussi Fella. Donc elle sera parmi nous ce matin, comme chaque dimanche. Et là, cette fois-ci, elle va recevoir un jeune. Oui. Eh ben, il est très jeune d'ailleurs. Franchement, je l'ai vu tout à l'heure, hein, il est pas mal. Hein. Impressionnant, jeune, les jeunes Algériens, ceux qui font comme de très belles choses. Exactement. Hein. Et justement, l'invité de notre ami Fella Ben Nour ce matin est un jeune Algérien, lui, qui a fait ses études à l'étranger et qui a choisi de revenir en Algérie et d'investir dans le pays. C'est un ostéopathe. Alors, on en a besoin. Hein. Oui, chapeau. On en a besoin. Exactement. Avec les maux de dos, n'est-ce pas? C'est la maladie du siècle finalement. On souffre exactement. Oui. Ben voilà. Donc voilà pour le programme de cette matinée. Mais sinon, il va faire beau apparemment. Hein, aujourd'hui, selon la conception d'Amel Laribi. N'est-ce pas? Très beau. Un peu plus de détails, Amel? Allons-y. Parfait, ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Et on attend aussi de retrouver notre ami Riyad Belkhadir dans un petit moment pour les nouvelles du sport. Et bien, Amel Laribi va nous annoncer de la pluie apparemment aujourd'hui, n'est-ce pas, Amel? Eh bien, la carte parle d'elle-même. Hein, franchement, elle est très généreuse, la carte d'aujourd'hui. En négatif aujourd'hui. Très généreuse, la carte d'aujourd'hui, pour que ça dure. Inch'Allah. Et puis, c'est la saison. Hein. Exactement, mois d'octobre, oui. Ça commence bien. Alhamdoulilah, cette année, on a eu quand même, on a ressenti un petit peu l'automne. Hein. Oui, exactement, oui. C'est venu à l'heure. Alors, Inch'Allah, pourvu que ça dure et pourvu qu'on aura les saisons à temps, Inch'Allah. Attends, Inch'Allah, oui. À toi, Amel. Allons-y. Merci, Nour. Bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, on aura des passages nuageux, pratiquement l'ensemble des régions nord. Des nuages parfois denses qui vont donner quelques pluies, parfois orageuses sur pratiquement tout le nord, mais ces pluies seront parfois localement assez marquées vers l'intérieur et
les hauts plateaux de l'ouest et le centre du pays seront aussi parfois accompagnés de chutes de grêle, donc soyez très très prudents. La moitié sud aussi connaîtra aussi un ciel passagèrement nuageux du Bécharoua vers le Nord Sahara, le Sahara central, et ces nuages vont donner quelques pluies par endroit, partout ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé et à noter des sements de sable tout au long des frontières algéro-maliennes, l'extrême sud, le Sahara central et le Nord Sahara. Eh bien, les températures, elles seront plutôt agréables, elles seront de saison. Météo Algérie prévoit un minimum de 14 degrés du côté d'Al-Bayad. Au nord, plus près des côtes, eh bien, 19 degrés du côté d'Oran, 21 à Alger, 24 à Naba, 18 degrés à Tlemcen, 20 degrés à Tizi Ouzou, 22 vers Constantine, Sétif, Galma, Batna, 15 degrés à Djelfa, 23 à Béchar, 28 degrés à Biskra, 27 Gardaya, 22 du côté de Tindouf, 34 Adrar Insalah, 35 à Tamal Rasset, 32 Janet, 39 le maximum à Borj Beji Mokhtar en passant par les 38 degrés à Ingzem. La mer, par contre, eh bien, elle restera peu agitée sur pratiquement l'ensemble des côtes d'ouest en est, avec des vents qui vont arriver jusqu'à 40 km/h sur pratiquement toutes les côtes. Les vents seront de secteur ouest sur les côtes ouest, est sur les côtes centre et est à nord-est sur les côtes est. On va faire un petit voyage cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord où le ciel restera peu nuageux à Montréal, également Washington, Miami, Dallas, Mexico. Plutôt couvert en Californie, quelques pluies prévues à Vancouver. Le mercure affichera 8 degrés seulement à Montréal, 16 à New York, également Washington, 12 à Vancouver, 28 à Miami, 26 en Californie et 31 degrés le maximum, cette fois-ci à Dallas. Voilà, je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi et d'ici là, très très bonne matinée. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et voilà, donc finalement, on note une baisse sensible des températures, mais particulièrement à l'intérieur du pays. Exact, l'intérieur, ouest et centre. Mais ça reste quand même des températures agréables, des températures de saison. Ah oui, oui, c'est des températures de saison, donc elles sont agréables. Voilà, profitez au maximum. Profitez, oui. Voilà, ça fait quelques années quand même qu'on n'a pas eu les saisons à temps. On a eu des 30, des 25. Voilà. Alors, autant profiter au maximum. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. Amel, on se retrouve tout à l'heure après le journal télévisé du midi, après celui de 19h et demain, Inch'Allah, à partir de 8h. Merci beaucoup. Merci. Amel, tout à l'heure et on continue cette fois-ci, c'est une balade dans les rues d'Alger qu'on vous propose à travers ces magnifiques images en attendant de retrouver notre ami Yazid Aït Mahiddin et son invité de la matinale.
de retour sur le plateau et dans un petit instant, nous allons retrouver notre ami Zid Mehedine qui reçoit ce matin son invité donc pour la rubrique invitée de la matinale. Il reçoit Madame Sabrina Khaldi qui, elle, est sous-directrice de la documentation et de l'audiovisuel au niveau du ministère des Moudjahidines. Donc, il la reçoit pour revenir ou pour parler, évoquer aussi les préparatifs des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et Yazid, on te dit bonjour, à toi l'antenne juste après cela. Bonjour Noble Houda, bonjour Madame Sabrina Khaldi, sous-directrice à l'audiovisuel au ministère des Moudjahidines. L'Algérie donc célébrera le 70e anniversaire de la révolution, de la glorieuse révolution du 1er novembre 1954, l'aboutissement de plus de 125 ans de lutte contre la colonisation. Aujourd'hui, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit prépare un programme riche et varié. Est-ce que vous pouvez nous donner les grandes lignes de ce programme? Bonjour et merci pour l'invitation. Bonjour et merci pour l'invitation. Effectivement, le ministère des Moudjahidines et des ayants droit a préparé un programme très riche qui aspire à ce que représente cette occasion. Ce programme qui a été approuvé par la Commission nationale chargée de la préparation des festivités commémoratives du 70e anniversaire, présidée par Monsieur le Premier ministre, se compose, ou bien c'est de principaux axes. Principalement, c'est la présentation historique et qui va être organisée le 30 octobre soir, et quand on va après bien sûr parler de ça. Il y a aussi un programme qui est composé aussi d'activités scientifiques et académiques à travers l'organisation de forums nationaux et internationaux, de journées d'études, séminaires périodiques pour diffuser la connaissance historique et de fortifier les générations avec une conscience historique aussi. Et ça, c'est parmi les buts de notre travail. Aussi, il y a le volet d'honorer aussi les combattants et les moudjahidines et les moudjahidettes. Ça aussi, c'est un volet qui est très important durant ces activités, ou bien par les visites accordées aux moudjahidines chez eux. Il y a aussi les concours historiques destinés à la jeunesse. Ça aussi, c'est très important, en coordination avec d'autres secteurs. Il y a aussi les activités pédagogiques historiques destinées aux enfants. Il y a l'impression et la réimpression et traduction d'ouvrages que le ministère des Moudjahidines a commencé il y a plusieurs années et continue à le faire. Il y a la réalisation de monuments mémorials commémorant les exploits de la Révolution. Il y a aussi la restauration des cimetières des Moudjahidines et la restauration des monuments historiques, notamment de certains centres de torture. Revenons en fait à ce dernier colloque organisé par le ministère des Moudjahidines concernant la réunion des 6, oui. Une date aussi charnière dans l'histoire de la révolution algérienne. Le ministre des Moudjahidines et des ayants droit est revenu sur cette rencontre en qualifiant l'Algérie d'icône pour la liberté et pour la libération. Et aujourd'hui, c'est une icône pour le développement et la modernité. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails sur cette rencontre? Bon, la rencontre des 6, c'est ça. Bon, la rencontre des Exactement. Bon, la rencontre des 6, elle a constitué un tournant décisif qui a préparé le terrain au déclenchement de la glorieuse révolution. Sûrement, certainement, c'est une étape là où on fait chaque année un colloque où on prépare un colloque pour ça. Cette réunion a dessiné le contour de la guerre de la libération qui a ancré les principes de la lutte du peuple. C'est une réunion qui a été le fruit, ou bien c'était le fruit d'un lent combat
d'un long combat armé, lutte armée, et d'un combat aussi politique. La réunion était vraiment prévue ou bien programmée avec un ordre du jour vraiment bien précis. Pourquoi? Parce que c'était bon, je vais le dire en arabe un petit peu. Oui, bien sûr. C'était le mukharajat de plusieurs réunions. Dans la réunion des 22, qui a été, organisée en juin 1954 à Clos-Salambier exactement. Cette réunion des six, c'était vraiment pour préciser et fixer certaines décisions et arriver à certaines décisions dans la fixation de la date du déclenchement de la révolution, et c'était vraiment très important. L'attribution d'une appellation aussi à ce nouveau mouvement qui comportait deux volets, le volet politique et le volet armé. Et dont vient l'appellation du FLN et de l'ALN. Et bien sûr, la fixation aussi, ou faire aussi établir des relations avec la délégation extérieure, bien sûr, qui a fait aussi un travail à l'extérieur. Voilà. Revenons un peu à la célébration du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution, qui se veut cette année un peu triomphale avec cette pièce de théâtre, avec cet opéra en fait intitulé Ruh al-Jazair, réalisé par Ahmed Rzaq. Oui. On est en fait pour les dernières retouches pour la tenue de cette grande fresque historique qui revient sur notre noble révolution. Pouvez-vous nous parler des dernières retouches, en fait, des derniers préparatifs pour la pièce Ruh al-Jazair? Oui, bien sûr. Cette œuvre grandiose qui est vraiment le principal axe de notre programme, qui est destiné à l'ouverture des festivités qui va durer durant toute l'année jusqu'à novembre 2025, et vient d'une application des orientations de l'État. À cette tête, Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmajid Tebboune, concernant la préservation de la mémoire collective. Le ministère des Moudjahidines et des ayants droit a voulu que cette présentation historique et culturelle en même temps doit montrer et doit refléter tous les efforts fournis par le secteur pour la préservation de la mémoire collective et du patrimoine historique algérien. C'est une production pour laquelle le ministère espère montrer les dimensions humanitaires et libératrices du peuple algérien, ainsi que aussi les dimensions hadariya, civilisationnelle. Exactement, civilisationnelle. Concernant la préparation de cette œuvre grandiose. Exactement, de cette œuvre grandiose qui est vraiment unique et qui n'a jamais été préparée depuis l'indépendance. Elle a été faite en deux volets. Le premier, c'était à Oran, les préparatifs techniques et artistiques. C'était au niveau du village méditerranéen à Oran, et qui s'est terminé au début du mois d'octobre, et se termine actuellement au niveau du complexe sportif Mohamed Boudiaf, ici à Alger. Bon. Cette présentation est aussi composée de deux volets. Un volet artistique, purement artistique, et un volet technique et technologique. Et j'insiste sur le mot technologique, parce qu'on a utilisé les derniers moyens technologiques qui peuvent être utilisés dans ce genre de spectacle, dans le mapping, dans l'art en 3D, exactement, en 3D, dans
les lumières aussi utilisées, et je vous assure que ça va être vraiment spectaculaire. Donc on donnera rendez-vous aux téléspectateurs Exactement. Et puis également aux Algériens et aux Algériennes pour y aller à la conférence. Sans oublier aussi que les participants, les moyens humains aussi, qui dépassent les 1200 personnes entre danseurs, chanteurs, acteurs, techniciens, encadreurs et tout, c'est vraiment grandiose. Oui. Donc restons dans le domaine artistique pour parler également de la préservation de la mémoire par des outils technologiques comme le lancement de plusieurs plateformes numériques ainsi que le soutien et la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Est-ce que vous pouvez nous fournir un peu des détails sur cet aspect, sur cet axe pour lequel le ministère des Moudjahidines s'attelle à préserver et à encourager? Le ministère des Moudjahidines des endroits donne vraiment une très grande importance au volet technologique et la numérisation des moyens et la numérisation aussi de tous les dossiers qui sont abordés par nos services. Concernant ces derniers projets, on a la numérisation et l'utilisation des technologies modernes dans le domaine de la préservation de la mémoire et de la communication du message historique. Dans les prochains jours, on va aussi, Monsieur le ministre va donner le coup d'envoi. Exactement, l'envoi d'une plateforme numérique concernant un portail électronique pour les sites historiques. Ça, il est en cours de finalisation, ainsi que la numérisation des témoignages vivants. Exactement. Tout ça pour réaliser, pour donner ou pour faire passer le message à cette jeunesse et pour aussi comment dirais-je, je vais le dire toujours en arabe, c'est Mouakabat, ce qui se passe dans le monde. Ce qui se passe dans le monde avec les nouvelles technologies. Exactement. Voilà. Concernant les œuvres audiovisuelles, le ministère des Moudjahidines et des endroits pour cette occasion a organisé un concours destiné au profit des sociétés spécialistes et pour tous les spécialistes dans le domaine audiovisuel pour la réalisation d'œuvres audiovisuelles d'abord, audiovisuelles historiques. Ça, c'est très important parce que nous, à chaque événement, à chaque fois, on cherche à noutro l'amel pour l'histoire. À travers ces œuvres audiovisuelles. Ça s'est fait à l'occasion du 60e anniversaire et ça fera aussi à l'occasion du 70e anniversaire. Voilà. Donc, pour terminer, nous invitons les Algériens et les Algériennes pour suivre cette fresque historique Rouh al-Jazair. Je remercie Madame Sabrina Khaldi d'avoir accepté l'invitation de l'invité de la matinale. Merci. Merci. À toi l'antenne, Nour El-Houda. Merci Yazid Ahmed Aït-Mouhidine, pardon. Merci à ton invité également, Madame Sabrina Khaldi, qui elle est sous-directrice de la documentation de l'audiovisuel au niveau du ministère des Moudjahidines. Et donc il a été question aujourd'hui de revenir sur les préparatifs des festivités du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et on va rester toujours dans cette ambiance. Et cette fois-ci, ça va être pause musicale. Donc une très très belle interprétation d'une chanson du patrimoine algérien qui revient justement sur cette histoire de révolution que je vous laisse apprécier avec la voix de Nadia Gerfi. On se retrouve juste après. اسمح
الباب وليدي مرسولة من عنده العالية جينا من عين مليلة 7 أيام على رجلنا وصلنا للجبال كم بينا أو فرنسا تركان علينا الكرطوشي قطع صدرنا البهط غازك لها رجلنا رجال تموت بلا شي فينا والسمحي ليها لحنينا والسمحي ليها لأمي ما والطيارة هاللي بكت في شهر رمضان اللي فات سمعت الأميمة وبكت قالت هذا وليد اللي مات اسمحي لي هالحنينا اسمحي لي فالجي هدي اسمح البابا ولدي مرسولة من عند العلي واسمحي لي هالأمي ما اللي جات من التل قالوا لي لو راس تسركل سولوا لي وعلى العرش الكل سوى الكبير على ماليا ما تبكيش يا عيني يا ما تبكيش على ابن الشهيد وابكي على خاين الوطني بايع دينه لاحق الرومي واسمحي لي هالأمي ما العسكر داير عمامة الرفال على كتفيا لا جمال على عينيا وسالوا لي على يما وبابا والفراق بيناتنا نبا وقولوا لهم تبقى وبسلامة نموت على وطنيا. Et c'était Nadia Gelfi et on va rester dans cette page histoire et cette fois-ci on accompagne notre ami Hassan Arab. Hassan, bonjour. Bonjour. Comment ça va Hassan? Ça va. Ça se passe bien? Ça va. Alors aujourd'hui ça va être une autre facette des préparatifs du 1er novembre 1954. Exactement, on dit que le 1er novembre 1954 est un commencement mais aussi un aboutissement d'un processus, un processus qui va de 1945, c'est-à-dire juste après les massacres de 1945. Effectivement, on va y revenir avec plus de détails et aussi en compagnie de notre amie Samira Hadjabar qui est parmi nous. Samira, bonjour. Bonjour. Comment ça va Samira? Très bien. Alhamdulillah. Alors aujourd'hui, Samira a choisi de rendre hommage à l'un des grands intellectuels donc d'Algérie, penseur, un collègue aussi, journaliste, écrivain, homme de théâtre, moudjahid aussi, puisqu'il a vécu pendant... Scénariste, réalisateur. Scénariste. Beaucoup de casquettes finalement. Voilà, on saurait le définir. Hein.
Donc, monsieur Laïrhamou nous a quittés il y a quelques années. Exactement. Alors, on va revenir justement pour retracer un petit peu son parcours en ta compagnie. Mais sinon, Hassan, on disait que c'est un long processus de préparatifs. Le 1er novembre, c'est d'abord un commencement d'une ère nouvelle pour les Algériens, mais aussi pour tous les peuples épris de liberté. C'est aussi donc un aboutissement d'un long processus. Et c'est un moment qui a cristallisé toutes les luttes, les résistances du 19e siècle et les luttes politiques du début du 20e siècle. Donc, pour préparer ce moment crucial de notre histoire, il fallait un certain nombre d'étapes. La première, c'est elle intervient au lendemain des massacres du 8 mai 1945 avec la création d'une organisation paramilitaire qui allait servir justement de fer de lance au déclenchement de la guerre de libération, à savoir l'organisation spéciale qui a été créée au mois de février, le 18 février 1947, lors du congrès du PPA-MTLD de la même année. Et puis, les choses vont s'accélérer parce qu'une année plus tard, va se tenir dans la région donc, du Chilif, plus exactement à Asdin, une réunion, ce qu'on appelle la réunion du comité central élargi, c'est-à-dire du comité central du MTLD, où les principaux responsables vont se réunir pour justement envisager comment lancer l'action. Et quelques années plus tard, en 1950, l'organisation spéciale, c'est-à-dire cette organisation sur laquelle on a essayé de bâtir donc, une action, sera démantelée en 1950 et la plupart de ces militants, la moitié, ils comptaient entre 1000 et 1500 militants, la plupart de ces responsables seront arrêtés, torturés pour certains et incarcérés ensuite, jugés avant d'être lourdement condamnés. Et parmi donc, les responsables, il y avait un groupe de militants qui vont entrer dans la clandestinité parce qu'ils ne seront pas arrêtés. Ce sera justement ce groupe de militants qui vont de nouveau réfléchir à lancer une action, l'action armée, en mettant en place en 1954, le 23 mars 1954, à Madrasat al-Rachad, donc à Alger, plus exactement à la Casbah, ils vont mettre en place le comité révolutionnaire d'unité et d'action qui va œuvrer dans un moment de crise parce que le parti est tiraillé par donc, des luttes entre les missalistes, ce qu'on appelle les missalistes et les centralistes. Dans ce contexte, le groupe de cru à sa tête, Boudiaf et Ben Boulaïd vont essayer d'unir justement ces deux tendances en conflit. Ne parvenant pas à un accord, donc à l'unité, ils vont dissoudre cette organisation pour mettre en place une nouvelle, donc une sorte de parlement. Donc ce sera la réunion des 22 qui va être donc tenue au Clos Salambier, où justement il sera question de préparer donc l'action armée au sens propre du terme au cours de cette réunion où l'ensemble donc des participants avait opté pour la lutte armée. On désigne également, on dégage un bureau composé de 5, donc Mohamed Boudiaf, Mustafa Ben Boulaïd, Rabah Bitat, L'Arbi Ben Mehdi et Didouche Mourad. Ils seront chargés justement de préparer cette action. Ce groupe va contacter une 6e personne, Krim Belkacem, donc vers donc, la fin de l'été 1954 à Alger, Café Arish, et où Ben Boulaïd va convaincre Krim de rejoindre le groupe. Donc ils sont 6. À partir de ce moment, à partir de l'été 1954, les choses vont s'accélérer et il va y avoir des réunions, plusieurs réunions. Donc, à la colonne Voirol, chez Zoubir Bouadjadj, chez un tramino donc, de Bermond Reis, et le 10 octobre, il va y avoir une rencontre au café donc le Kemel, Babloued, en face du cinéma Atlas,
Et ils seront conduits par le fameux Bouadjed. Il était très très dynamique à Alger, dans une maison privée à Bab el-Oued. Ils vont tenir donc une réunion importante parce qu'il était question de réfléchir à mettre en place donc un appel, plutôt à rédiger un appel, un tract, qui sera donc l'appel du 1er novembre, la proclamation du 1er novembre. Didouche et Boudiaf ont été chargés de rédiger ce document important et ils vont donc se donner rendez-vous pour le 23 octobre 1954 à la Pointe Pescade, actuellement à Reis Hamidou, dans la maison donc des Bourchoura. Et là, tout sera donc adopté et il y aura donc le texte, l'appel au peuple algérien de la proclamation du 1er novembre. Ils vont désigner les responsables parce que le territoire national sera réparti en 6 zones. Donc chacun des membres, chacun des présents avait donc été chargé de prendre la tête d'une zone. C'est ainsi que Mustafa Ben Boulaïd sera à la tête de la zone 1, Didouche Mourad à la tête de la zone 2, Karim Belkacem la zone 3, Rabah Habitat la zone 4, l'Arabi Ibn Mehdi la zone 5, la zone 6. On n'a pas désigné donc un responsable pour la zone 6. Le 6e homme, c'est-à-dire Mohamed Boudiaf, il a été chargé de coordonner l'action entre l'intérieur et l'extérieur, parce qu'il ne faut pas oublier les 6 plus les 3 donc, qui étaient au Caire, qui vont devenir les représentants du Front de Libération Nationale donc à l'étranger, à savoir Ahmed Ben Bella et Khider. Donc à la fin de cette réunion, ils vont prendre une photo donc à Bab el-Oued, au café de la Marne, ou à la rue de la Marne. Vous allez le dire, j'attendais pour le dire. Donc c'est une photo symbolique. Que nous sommes en train de revoir d'ailleurs en boucle. C'est un moment important, un moment historique, et chacun va rejoindre ensuite sa zone. Mohamed Boudiaf va se rendre donc au Caire, mais via Berne. À Berne, il va rédiger un document important parce que c'est peut-être l'unique document d'un point de vue historique où la date et l'heure du déclenchement est lancée. D'ailleurs, je cite donc une phrase importante de ce document. Il dit: la circoncision aura lieu, c'est tout à fait du Boudiaf, donc la circoncision aura lieu le 31 octobre à minuit. Entre minuit et 1h du matin. Donc, et il a adressé cette lettre aux 3 représentants du FLN au Caire, à qui il a demandé de lire donc, la proclamation la nuit du 31. On doit rappeler que Boudiaf, quand il s'est déplacé à Berne, il avait pris le soin d'écrire donc cette lettre avec de l'encre sympathique, donc sur un autre document. Et la proclamation sera lue par Ahmed Ben Bella le soir même, donc sur les ondes de Saut al-Arab. L'anecdote, c'est que Ben Bella, qui parlait bien l'arabe, mais il ne l'écrit pas. Donc il fallait transcrire en lettres latines cette proclamation qui sera lue. Il faut rappeler que ceux qui ont lancé le 1er novembre avaient comme mot d'ordre l'île Fida, prêt au sacrifice. Effectivement, alors nous reviendrons avec plus de détails tout au long de la semaine. Hassan, justement. C'est passionnant. Oui, c'est passionnant. Et puis, à chaque fois, Hassan nous ramène des nouvelles informations, finalement, d'autres pièces du puzzle pour mieux comprendre tous les préparatifs qui ont précédé, effectivement, le déclenchement de la Révolution. Je passe à toi, Samira. Alors, ça va être une autre personnalité qui a marqué l'histoire, la culture, les médias algériens. N'est-ce pas? Tahar Ben Aïcha qui nous a quitté la littérature aussi, qui était, lui, au 1er novembre 1954 à Paris, en train de collecter des fonds pour le FLN, qui a été emprisonné pendant la guerre aussi. Enfin, il a subi quand même les affres de la colonisation, puisque Tahar Ben Aïcha est né en 1925, au printemps. On ne sait pas exactement quand, mais sa fille, qui est notre collègue, Leïla, aime bien dire que son papa est né pendant le printemps. Donc 1925, à Guemmar, dans un petit village à Guemmar, c'est à El-Oued. Oued-Souf, c'est ça. Dans le Souf, c'est une région très connue pour la confrérie Tidjaniya. Donc,
Pourquoi c'est important? Parce que lui, Tahar Ben Aïcha, il va rester jusqu'à l'âge de 9 ans analphabète. Il ne saura ni lire ni écrire, mais il ira dans une école coranique. Il fera deux ans d'études avant que son frère Ali ne l'emmène en Tunisie. Et là, il va avoir une bourse et il va intégrer Zeytouna. Et donc, après ça, ce qui va se passer, c'est qu'il va aller à Zeytouna, il va apprendre bien sûr, il va achever ses études là-bas et ensuite il va aller à Alger. Il va venir. Et vous l'avez connu, Hassan? Pas vraiment, mais je sais qu'il avait réalisé parmi ses travaux les plus importants, c'est la série de documentaires sur l'émir Abdelkader qui a marqué l'histoire de la télévision algérienne. Il est allé sur les traces en fait qui ont marqué le parcours de l'émir, de la Dabdala, le fameux Fren où a eu lieu la Moubaya'a, en passant par la mosquée de la Moubaya'a, en passant par la justice de l'émir, les lieux de mémoire en fin de compte qui ont marqué la résistance de l'émir à Mascara. Oui. Oui, alors l'émir Abdelkader, pas que, puisque Tahar Ben Aïcha a fait plus de 22 000 kilomètres pour la télévision algérienne. Il a fait 22 000 kilomètres sur le continent, enfin il a fait tout le continent africain, tous les pays africains. Il a fait une série de documentaires, ça reste, on va dire, des éléments phares, des documents importants pour la mémoire du pays, parce que la télévision, les archives de la télévision algérienne sont la mémoire un patrimoine d'archives très important, effectivement, que détient la télévision algérienne. Et lui, il est allé, Ben Aïcha, il est allé avec le papa de Lamine Tikouk, notre collègue caméraman. Son père était également caméraman à la télévision à l'époque. Et ces images sont toujours d'actualité d'ailleurs. Exactement. Donc ils ont parcouru énormément de pays d'Afrique et ils sont allés. Au départ, c'était pour voir un peu comment les pays vivaient. Après l'indépendance surtout, et le rapport à la religion au culte. C'était donc son émission, il en a fait des heures et des heures, puisqu'il est allé dans tous les pays. Hein. Il est allé au Mali, il est allé au Niger, il est allé partout. D'ailleurs, il était précurseur, Samira. Exactement. Dans ses émissions où il se déplace, il expliquait lui-même, à travers des haltes bien précises, c'est digne des émissions qu'on regarde aujourd'hui sur les télés étrangères. Peut-être rappeler aussi, puisque toi aussi tu étais, moi aussi, on a tous été, il a travaillé pour la radio nationale. Oui. Il a travaillé, il avait 2 émissions qui lui tenaient énormément à cœur. La première s'appelait Le coin de l'ouvrier, si je ne me trompe pas, et la deuxième, c'est Fenêtre sur l'Afrique. L'Afrique, on l'a dit, il l'a fait, et l'ouvrier, Monsieur Ben Aïcha, Tahar Ben Aïcha, était très influencé, on va dire, il avait beaucoup d'empathie, il était bienveillant vis-à-vis de la classe ouvrière, vis-à-vis des gens simples, des gens ordinaires, des gens qui travaillaient tous les jours, très dur pour essayer d'avoir une vie agréable. Voilà, donc il avait cette émission, ça lui tenait à cœur, à la radio nationale. Parler des classes laborieuses. Laborieuses. Comment on va le définir, Tahar Ben Aïcha? C'est très difficile de le définir. Plusieurs casquettes à son actif, effectivement, on va dire le grand intellectuel. Un grand penseur, un grand intellectuel, quelqu'un qui a marqué son époque, quelqu'un qui est intervenu dans son époque et quelqu'un qui a tout fait pour essayer, par exemple, de sauvegarder la culture. Puisque quand il est allé à Tombouctou, par exemple, il a visité les khazinettes, donc les bibliothèques anciennes, là où il y a des manuscrits, et le manuscrit a donc compté pour lui, et il s'est, on va dire, battu. Il a lutté pour que ce patrimoine algérien aussi, qui remplit plusieurs khizanettes du pays, hein. Il y en a partout, à Adrar, à Timimoun, il y en a ici à Alger, il y en a pratiquement dans toutes les wilayas. Il lui importait à lui de conserver ce patrimoine. Donc il a aussi été en URSS, il a été donc en Asie, il a fait plusieurs pays et c'était toujours dans le cadre de reportages pour
nous raconter ce qui se passait dans ces pays-là, les connaître. C'est aussi un partage de culture, de dialogue, c'est important aussi de savoir ce qui se passe, d'universalité. Voilà. Sa fille m'a dit qu'il avait plus de 50 000 livres à la maison. C'était un grand lecteur. Elle m'a dit aussi, donc Leïla, qu'il était capable de lire 21 heures sur 24 heures. Donc il passait pratiquement tout son temps à lire et il a été, il faut le rappeler, le président de l'Union des écrivains algériens. Donc il était localisé, on va dire, au 88. 88 rue Didouche Mourad. L'Union des écrivains existe toujours. C'est juste à côté de c'est juste au-dessus de la librairie de Nadia, Melika Sadegh. Voilà. Donc il y a un tas de choses à dire sur lui. Il a fait campagne pour Ben Abdelkader, il a fait campagne pour Mustafa Ben Boulahid. Il a entretenu des contacts avec Abbas Lorour quand il était en Tunisie. Donc c'est un personnage très important. Il a fait une très belle interview avec Tahri. Tahri a écrit, Hamid Tahri, qui est donc journaliste à El Watan, l'a rencontré. Il a été reçu, c'est une très belle émission, par Wassini El Haraj. À l'époque, il travaillait pour la télévision algérienne et il animait une émission qui s'appelait Ahl El Fan. C'était à la fin des années 90 et il avait reçu Tahar Ben Aïcha qui avait plaidé pour les manuscrits mais aussi parlé de son parcours. On peut retrouver tout ça sur YouTube, il y a un million de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire Ben de lui. Donc on rappelle qu'il nous a quittés à l'âge de 90 ans, voilà. Et jusqu'au dernier souffle, il a toujours répondu présent à nos invitations, toujours présent. Donc, un patriote, c'était un patriote. Donc jusqu'à son dernier souffle. Donc il y a un grand bonjour à ses enfants qui sont de très bons amis, de très bons collègues à nous tous. En tout cas, merci beaucoup Samira d'avoir rendu hommage donc, à une personnalité quand même qui a marqué la culture, les médias algériens. Hassan, merci beaucoup. Donc, on va se retrouver durant la semaine pour revenir encore une fois sur les festivités donc, du 70e anniversaire du déclenchement de la Révolution. Et cette fois-ci, nous allons retrouver notre ami Fella Ben Nour qui reçoit un jeune Algérien, lui, qui a choisi d'investir au pays, de répondre aux besoins donc, des citoyens algériens. Il s'agit donc de Yanis Ayadi, reçu ce matin dans la rubrique Djalia par notre ami Fella. Fella, bonjour et c'est à vous. Comment ça va? Ça va très bien. Et toi-même, comment ça se passe? Ça va très bien. Alors, une belle découverte aujourd'hui, Fella. Très belle découverte. Une question avant de commencer la rubrique. Qui n'a pas eu un mal de tête, de migraine ou un mal de dos? Ah, c'est le mal du siècle, hein? C'est le mal du siècle, Fella. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on a un ostéopathe avec nous. Donc, Yanis Ayadi, bonjour. Bonjour, Fella. Comment ça va? Ça va super. Ça va bien. Qu'est-ce que ça vous fait d'être ici d'abord? Et c'est pas n'importe quelle date. Il y a d'abord le 28 octobre et puis le 1er novembre. Qu'est-ce que ça vous fait? Déjà, c'est un grand honneur d'être là, d'être présent aujourd'hui avec vous. Et en plus de ça, d'autant plus que mes parents sont tous les deux travaillés à Canal Algérie. Donc, c'est une fierté en fait finalement d'être là. Et la boucle est bouclée d'une manière. Vos parents qu'on embrasse fort, qui ont fait un grand parcours à la télévision algérienne, en effet. Donc Yanis, vous avez 24 ans. C'est ça. Vous êtes ostéopathe. Oui. Un parcours atypique. Djalia.dz accueille aussi des jeunes ces jeunes qui font partie de la communauté algérienne et qui sont attachés à l'Algérie. Vous êtes un exemple de cette jeunesse qui veut faire des choses ici, chez elle. Donc, vous êtes parti à l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans. À l'âge de 12 ans en France, dans des conditions difficiles. Un peu, effectivement. Vous allez nous en parler un peu pour dire que même dans des conditions difficiles, on se relève et on avance. Complètement. Et donc, vous faites une spécialité d'ostéopathe. C'est ça. Racontez-nous un petit peu. Alors, tout d'abord, je tiens à dire que j'ai fait mes études en Algérie pour ce qui est du primaire. Et au niveau du collège, j'ai dû partir à 12 ans pour des raisons de santé en France. Et ensuite, après ça, j'ai fait mon lycée en France et j'ai eu mon baccalauréat. Et suite à ça, en fait, suite à mes problèmes de santé, j'ai voulu travailler dans le médical, voire dans le paramédical. Et ça m'a permis finalement
Donc ça m'a permis en fait de me rapprocher de ça, ce que j'ai eu finalement du cadre médical. Et finalement, je me suis retrouvé dans cette spécialité qui est au plus proche des patients. Et finalement, on aide les patients à se soulager et à trouver du bonheur. Comment vous avez vécu ces années loin de l'Algérie, justement? Alors, c'était difficile parce que je voulais vraiment revenir en Algérie. Et c'était un plaisir de revenir du coup quand je suis revenu. Mais l'Orba, on dit qu'elle est difficile et c'est vrai, sachant que moi je suis parti précipitamment. J'ai laissé beaucoup d'amis ici. Je suis parti du jour au lendemain. Et puis quand je suis revenu, c'était un bonheur absolu. Et merci. Ah bon. Donc, ce que je voulais savoir aussi, Yanis, les années où vous étiez malade, comment vous avez réussi justement à concilier les moments de soins ou les heures de soins et des études? Alors, je ne vais pas vous mentir, c'était beaucoup de courage et il y a eu une chose qui a été très importante pour moi, c'est l'entourage. J'ai eu la chance d'avoir une famille qui était très proche de moi, qui a su être présente dans les moments difficiles. J'ai eu des amis qui étaient là pour moi et ça m'a permis finalement de me relever et j'avais une ambition en plus de ça, donc grâce à tout ça en fait c'était un tout et j'ai continué. Le but ça a été vraiment de faire ce que je voulais faire depuis le début, être proche des patients et soulager les gens et leur provoquer du bonheur et alhamdoulilah, c'est ce qui s'est passé. Justement, avant de parler de la spécialité, bien sûr, vous avez au bout du parcours décidé de revenir en Algérie. C'est ça. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors, il y a l'amour du pays en premier lieu, le vouloir transmettre. Sachant que vos parents sont restés à complètement. Oui. C'est vrai que d'ailleurs la maman était un petit peu dubitative, la séparation n'était pas très facile. Mais j'étais convaincu dès le début, dès le début de mes études, je me suis dit que c'était très important de revenir au pays. C'était important d'aider l'Algérie finalement à se développer dans le médical ou dans le paramédical, enfin tout ce qui est ma spécialité aujourd'hui. Et pour moi, alhamdoulilah, je suis très content de ça, de revenir en Algérie. Il faut que les jeunes, finalement, reviennent un petit peu parce que c'est notre pays. Et si nous, on ne revient pas, qui reviendra pour faire évoluer un petit peu l'Algérie et développer notre pays? Quel regard vous portez aujourd'hui sur l'Algérie? Ça a beaucoup évolué quand même. Il y a un discours qui encourage les jeunes. La porte est ouverte, on peut dire cela? Moi, je pense sincèrement que la porte est ouverte et que faut venir, faut voir ce qu'il y a. Certes, c'est difficile, c'est pas facile, tout n'est pas servi sur un plateau. Mais finalement, quand on essaye, c'est pas acquis, non, clairement pas. Mais il faut se battre un petit peu, il faut aller un peu, peut-être des fois se ronger son frein. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que c'est notre pays qu'il faut faire, on va dire, ce pas-là pour essayer de développer et de faire évoluer l'Algérie finalement, encore une fois. Ostéopathe, une spécialité qui n'est pas répandue en Algérie, qui n'est pas aussi, non plus enseignée. C'est quoi exactement? Est-ce qu'on peut avoir un petit peu un aperçu de ce qui est un ostéopathe? Alors, moi je vais prendre l'exemple... C'est pas un médecin? Non, ce n'est pas un médecin. Mais c'est quand même 5 ans. Oui, c'est 5 ans d'études où durant nos 5 ans, on va apprendre l'anatomie. C'est la même durée pour médecine générale, en tout cas. C'est ça. Ouais. C'est un cursus où on va apprendre l'anatomie, on va apprendre les nerfs, on va apprendre tout le corps humain finalement. On va peut-être voir quelques images aussi. Oui, effectivement. Quelques images peuvent être présentes sur le corps humain, effectivement, pour illustrer nos propos. Allez-y. Mais en tout cas, c'est du coup une spécialité qui vise à rétablir les articulations et le bien-être global du corps. Si vous voulez, si on prend l'exemple, par exemple, c'est comme si on était mécanicien du corps humain. Voilà. Si on prend notre voiture et on l'emmène chez le mécanicien, il va voir ce qui ne fonctionne pas et ce qui fait que la voiture, par exemple, ne roule pas comme d'habitude. Et nous, c'est à peu près pareil. On va tester un peu tout, que ce soit les articulations, les muscles, les tendons. On va voir ce qui ne fonctionne pas sur le rachis, partout. Et on va expliquer au patient finalement notre diagnostic, ce qui ne va pas, ce qui n'allait pas. Et le but, c'est de lui expliquer pourquoi ça ne va pas et qu'est-ce que lui pourrait changer et nous, comment on va l'aider à changer ça. C'est-à-dire on va travailler, on a des manipulations
qui ont été enseignés lors de mon cursus, qui nous permettent finalement de traiter une zone ou une autre, une articulation, comme le genou, comme le dos, et ainsi de suite. C'est très proche du kiné. C'est très proche du kiné, mais il y a une différence, enfin, souvent on les confond d'ailleurs, mais une différence, c'est que par exemple, je vais toujours reprendre cet exemple de la voiture, quand on ne connaît pas finalement le problème, on emmène chez le mécanicien. Le mécanicien va trouver la source et va faire en sorte que finalement ça reroule normalement. Et souvent, le kiné, on a déjà la source. On va le voir parce qu'on sait ce qui ne va pas et lui-même va essayer de rétablir ce qui ne va pas. Par exemple, si quelqu'un tombe au niveau du genou, le médecin, dans un premier temps, va voir qu'il y a une anomalie au niveau du genou. Le kiné va retravailler les muscles autour du genou pour essayer de réparer l'articulation. Nous, on a plus une vision plus globale, c'est-à-dire qu'on va voir que finalement, il n'y a pas que le genou qui a été impacté, mais aussi d'autres articulations qui peuvent l'être avec la cheville ou la hanche ou le bas du dos. Ça peut créer des douleurs et des tensions qui peuvent être liées à ça, en fait. Donc voilà, nous, on a une approche plutôt globale de ça. Et le but, c'est de mettre le corps dans une sensation de bien-être. Et on dit souvent qu'on répare l'homéostasie, c'est-à-dire le corps en globalité. Voilà. Le but, c'est ça. Et donc, vous coordonnez avec un médecin spécialiste, c'est ça? Exactement. Alors, des fois, on a besoin de l'approbation du médecin dans des cas spécifiques. Mais des fois, pour une simple douleur, on peut venir nous voir. Et nous, on a des tests d'exclusion pour savoir si c'est pour l'ostéopathie ou si c'est pas pour l'ostéopathie, ou on réorientera le patient pour un autre domaine. Vous êtes beaucoup de spécialistes en Algérie? Non, je crois que c'est... Non, vous pas êtes beaucoup, deux effectivement. à Alger, je crois. On est deux, effectivement, avoir fait en tout cas une formation de 5 ans en France, de ce que je sais en tout cas. Mais effectivement, on est peu nombreux. Et donc là, ça ouvre aussi la porte de la formation. Peut-être que vous allez un peu plus tard soit donner des cours, soit être enseignant, soit encourager d'autres pour la formation. Donc il y a à faire quand même. Ah mais complètement, c'est d'ailleurs un de mes projets, Inch'Allah, c'est d'ouvrir cette porte de la formation, voire peut-être à plus long terme créer une école, pourquoi pas. Il y a de la demande? Il y a de la demande, je pense qu'il y a de la demande parce que je connais beaucoup de gens qui essaient de se former dans des formations, des formations en Algérie qui se trouvent un peu partout. Après, voilà, moi c'est un peu mon but aussi de créer une école et de travailler là-dessus. Et donc, je vous souhaite une bonne continuation d'abord. C'est très gentil, merci beaucoup. Et tout le succès, Yanis. Vous êtes là à Alger dans une clinique c'est ça, à Ouled Fayet. À Ouled Fayet. Vous travaillez avec le docteur Bouhadouf. Bouhadouf. Oui, et donc, oui. En fait, c'est super ça parce qu'on est dans un centre où il y a pluridisciplinaire. Voilà, vous avez compris. Et du coup, voilà, on travaille. Du coup, c'est un complexe sportif, donc il y a l'aspect sport, il y a l'aspect clinique, là où je suis avec un kiné et le docteur. Et en fait, finalement, nos patients, on les travaille tous ensemble. C'est-à-dire que moi, je peux aider sur quelque chose, le docteur va aider sur une autre chose, et enfin, la kiné va revenir on sent le passionné en tout cas. C'est super, ça permet de... Vraiment. En tout cas, je vous souhaite du succès. C'est très gentil. Et je vous remercie d'avoir accepté notre invitation, Yanis. Merci à vous de m'avoir invité. Juste que demain, c'est une date aussi symbolique pour la télévision algérienne et la radio, mais aussi pour vous. Pour moi, effectivement. Parce que demain, ça sera mon anniversaire, du coup, ce soir. Pour des réalisateurs qui ont travaillé toute leur vie à la télé. C'est vrai que c'est une belle anecdote là-dessus. Ça donne aussi... ça fait quelque chose à vos parents d'abord. Ah oui, complètement. Déjà... On salue Fatah Ayadi et Madame Ayadi qui ont fait un parcours. C'était des collègues à nous aussi, donc je le rappelle. En tout cas, merci Yanis. Ça a été un plaisir de vous recevoir. Pas de souci. Merci pour l'invitation. Mais c'est nous. Je rappelle que comme on est là aussi le 28, mais le 1er novembre est proche aussi. Il y a un programme qui est tracé à Paris, au Centre culturel algérien. Un programme qui a été élaboré par un grand monsieur aussi de la culture et de la scène culturelle algérienne,
à savoir Badis Fodala. Donc il va y avoir du théâtre, du chant patriotique, un programme vraiment très riche. On verra peut-être la petite bande-annonce qui va illustrer tout ça. Il y a aussi le 31 octobre, ça va être le 31 octobre, on le rappelle, au Centre culturel algérien. Il va y avoir aussi le groupe Tikoubawin, voilà, c'est ça, Nour? Tikoubawin. Je bute toujours sur leur nom. Donc, le groupe Tikoubawin qui va être à Paris le 31 octobre et le 1er novembre à Montréal. Voilà pour le programme du 31 et du 1er novembre. Donc, à vous, Nour. Merci beaucoup, Fella. Surtout merci pour cette belle découverte. Hein. Maintenant, tu nous proposes une très très belle adresse, Fella. Pour tout le monde. Pour tout le monde, finalement. J'imagine que c'est la maladie du siècle et c'est le mal et les maux du siècle, n'est-ce pas? Nous avons une très très belle adresse. En tout cas, on profite au nom de toute l'équipe de Bonjour d'Algérie de souhaiter un joyeux anniversaire à notre invité de Fella de ce matin. Yanis, joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Beaucoup de belles choses. Fella, merci beaucoup. Merci beaucoup. Fella, merci beaucoup. Et on te retrouve demain, Inch'Allah, pour une émission spéciale, puisque demain, nous allons commémorer et célébrer donc le 72e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la télévision et la radio algérienne. Et Fella, donc, elle sera en notre compagnie demain. À demain, Fella. Avec Amir Nebesh, voilà, en co-animation avec Amir Nebesh. Merci beaucoup, Fella, et on te retrouve demain, Inch'Allah. Et on continue. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à un sujet un peu particulier, puisqu'aujourd'hui, nous avons une clinique qui ouvre ses portes, justement, pour une spécialité assez particulière. Il s'agit de la psychiatrie. Et c'est notre ami, Yanis, Aït Belkacem, qui s'est intéressé à cette nouvelle clinique qui offre des services donc, en psychiatrie. Je vous laisse voir ce reportage et on se retrouve juste après. Tout en aspirant à assurer le bien-être de ses patients, cette nouvelle clinique prodigue les soins nécessaires à ceux présentant toute forme addictive. Pour ce faire, cette clinique s'est dotée d'équipements de pointe et chaque détail a été pensé pour ouvrir un environnement propice à leur établissement. Ici, nous sommes dans la salle DTMS, c'est-à-dire stimulation transcrânienne magnétique qui est profonde. C'est une technique non invasive, c'est une technique thérapeutique qui est utilisée pour traiter différentes pathologies, notamment les dépressions résistantes, les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, et aussi les différents troubles addictifs, notamment de la cocaïne et l'alcool. Évidemment, nous avons le RP, c'est le potentiel évoqué, mais aussi la luminothérapie pour traiter surtout les dépressions résistantes au traitement, et l'RTMS qui est pratiquement la même technique, mais c'est une technique par stimulation répétée. Grâce à un staff médical pluridisciplinaire et aux équipements médicaux avancés. Dans cet appareil afin de tester les réponses du cerveau aux différents stimuli. Chaque patient bénéficie d'un accompagnement personnalisé, y compris pour les enfants. Au niveau de notre clinique, on prend en charge des patients avec de différentes problématiques, comme par exemple les addictions, les troubles du comportement sévère, les troubles de personnalité. Bien sûr, je parle en tout ce qui concerne mon métier étant psychologue clinicienne, avec un suivi psychologique quand les patients, soit les patients externes ou les patients internes hospitalisés. Quand ils sont là hospitalisés, on fait une thérapie de soutien. Après leur sortie, on fait le suivi psychothérapeutique avec un projet thérapeutique bien précis. On prend en charge ces troubles soit en thérapie cognitivo-comportementale. C'est des thérapies bien structurées qui vont nous permettre de traiter surtout les troubles anxieux et plusieurs troubles aussi. Hein. Toutes les commodités nécessaires sont réunies pour offrir un environnement agréable aux patients. Notre clinique traite de volets, celui de la psychiatrie générale, tant chez l'adulte, chez l'enfant et l'adolescent, et le sujet âgé, et le côté addictologique, c'est-à-dire la consommation de substances psychoactives. C'est une première avec ses caractéristiques, même dans d'autres pays, pas en Algérie uniquement. Elle est dotée d'un matériel technologique
qu'on ne retrouve pas ailleurs et qui a fait ses preuves lors des utilisations, des essais, des tests, etc., pour beaucoup de pathologies. Cette nouvelle clinique incarne l'espoir d'un avenir meilleur pour ceux qui luttent contre la dépendance et les maladies psychologiques, un pas vers une société plus inclusive et solidaire. Et voilà, c'était donc une nouvelle clinique qui ouvre ses portes afin d'offrir donc des services en spécialité de psychiatrie. Et c'est notre ami Anis Aït Belkacem qui s'est intéressé à ce reportage. Et on va justement en parler avec un peu plus de détails en compagnie donc du professeur Semaoun Boualem. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes professeur en psychiatrie. Oui. Voilà, et parmi nous également, docteur Djihad Berazwan. Bonjour, marhaba bik. Et vous êtes aussi docteur en psychiatrie. Oui. Voilà, alors c'est une nouvelle clinique finalement qui ouvre ses portes pour offrir des services encore une fois en psychiatrie. Mais sinon, professeur, quelles sont les pathologies psychiatriques qui sont les plus, on va dire, répandues en Algérie? On a de tout. Mais les plus examinés chez nous, c'est les états dépressifs, les troubles anxieux, les conduites addictives, mais on trouve des psychoses, des troubles bipolaires, etc. Il y a de tout. Voilà, et donc la prise en charge, elle se fait comment finalement parce que c'est du cas par cas hein, finalement. Elle se fait comment avec les patients? C'est notre clinique Lila est une clinique unique dans le traitement des troubles psychiatriques en général et des conduites addictives en particulier, parce qu'elle offre le soin adapté aux troubles, à chaque trouble. Elle est dotée de techniques qui sont de pointe et de la consultation, des psychothérapies, des activités des activités qu'on fait dans la clinique, et surtout la participation du cadre soignant dans la prise en charge du malade. Ça veut dire qu'en d'autres termes, le malade, quand il est dans la clinique, il est toujours avec quelqu'un. Oui. L'accompagnement. Voilà, c'est pour cela que on a tendance à dire qu'une fois dehors, les médicaments, le traitement ne donne pas. Comparativement à sa présence quotidienne à la clinique. C'est pour cela que certaines disent que le service que la clinique traite, il y a non, c'est pas la clinique qui traite, c'est la prise en charge qui tient. C'est l'environnement finalement, c'est la prise en charge, l'écoute aussi, parce que c'est ce que nous avons le plus besoin. C'est une clinique qui est innovante parce que c'est la seule et unique clinique qui fait ce système de soins et qui est doté de choses qu'on ne trouve pas ailleurs. Effectivement. Alors justement, docteur Berazwan, dans ce sens, alors il faut dire que il y a quelques années, on parlait un petit peu de, on va dire, de cette réticence, de ce tabou lorsqu'on parle d'un psychiatre, lorsqu'on parle d'un psychologue, par exemple. Donc on a un petit peu cette réticence qui est bien sûr due à la société elle-même. Qu'en est-il aujourd'hui de cette ouverture vers le psychiatre et reconnaître finalement le besoin d'un psychiatre parce qu'il reste quand même une spécialité médicale à part entière? Exactement. Alors, ça existe en quelque sorte. C'est toujours tabou, c'est toujours difficile de s'ouvrir et de parler de son intimité, de ses problèmes psychologiques. La psychiatrie, elle est un petit peu stigmatisée comme spécialité, c'est-à-dire les patients, quand ils s'adressent chez un psychiatre, ils sont mal vus par la société, par leurs voisins. Ils ont peur qu'on leur traite de fous. Donc, c'est encore difficile, mais
c'est en rapport en quelque sorte avec la culture, parfois aussi avec la religion, avec les croyances. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a un grand changement. Il y a beaucoup de consultations. Les patients, ils sont ouverts. Et, ils consultent même pour des petits bobos, on peut dire. Donc il y a une ouverture, mais la stigmatisation, la réticence, elle persiste quand même. Elle persiste, mais justement, comme a dit professeur Semaoun, la prise en charge au niveau de la clinique, elle est innovante, elle est très spécifique, elle se fait du cas par cas, et donc c'est ce qui rend finalement le traitement, la prise en charge beaucoup plus, on va dire, beaucoup plus optimale. Bien sûr. Alors, nous, la spécificité de notre clinique, c'est qu'elle est dotée de techniques innovantes. On a des appareils sophistiqués. On a l'RTMS, c'est la stimulation transcrâniale magnétique qui est répétée. C'est des machines. Qui consiste en quoi? C'est des machines. C'est à visée thérapeutique. C'est un traitement non invasif. Ça consiste à des stimulations magnétiques du cerveau pour améliorer la sécrétion hormonale et pour éviter beaucoup plus les effets secondaires que donnent les médicaments en fait. Donc c'est un traitement non invasif, comme j'ai dit. Et on a deux appareils, l'RTMS qui est une stimulation répétée et on a la DTMS qui est la première en Algérie et en Afrique aussi et au Moyen-Orient. La particularité c'est que la stimulation elle est plus large et elle est plus profonde. Donc, on traite surtout les troubles dépressifs résistants au traitement médicamenteux, mais aussi les TOC, c'est les troubles obsessionnels compulsifs, et aussi les différents troubles addictifs qui sont très répandus actuellement, notamment la cocaïne, à l'alcool et à la nicotine. L'addictologie, encore une fois, qui revient malheureusement et qui persiste. Donc déjà, une campagne de sensibilisation s'impose, n'est-ce pas, professeur? Et puis, vous êtes toujours ouvert donc, pour accompagner surtout il y a quelque chose de nouveau au sein de la clinique, c'est les urgences psychiatriques. Quand quelqu'un est en souffrance, il a besoin d'être écouté, d'être pris en charge. Et on travaille 7 sur 7, 365 jours par an. Et puis j'imagine 24 heures parce qu'il y a quand même un accompagnement qui se fait avec le patient. C'est ce qui donne d'ailleurs ce résultat optimal. On a essayé de privilégier le confort du patient. On est doté d'ambulances, la restauration au sein de la clinique, d'une activité sportive, etc. Voilà, donc on souhaite une très belle continuation et surtout pour les patients, donc ça reste quand même, on va dire un interlocuteur en moins pour une écoute. Parfois, on a juste besoin d'être écouté finalement. En tout cas, on vous remercie d'avoir été parmi nous ce matin. Je rappelle, professeur Semaoun Boualem, donc vous êtes professeur en psychiatrie, et aussi docteur Berazwen Djihad, vous êtes aussi docteur en psychiatrie. Très belle continuation et belle réussite pour ce que vous allez entreprendre. Merci encore une fois. Nous serons là-bas pour le bien-être des patients. Effectivement. En tout cas, comme on dit. Merci beaucoup. Et à travers vous, donc on salue tout le corps médical et paramédical qui est toujours à l'affront, effectivement. Et donc on continue cette fois-ci. Nous allons nous intéresser à la ville de Délice et notre guide ce matin sera donc Saïda Mayouf. Dans ce reportage, on se retrouve juste après. La ville de Délice, ville méditerranéenne typique, est à jamais fière d'abriter en son sein la Casbah antique. En y pénétrant, force est de constater que les aléas du temps n'ont pas altéré sa beauté légendaire. Bien au contraire, son charme opère toujours en dépit de la dégradation qu'elle subit au fil du temps. Une dégradation pour laquelle d'ailleurs un plan de sauvegarde d'urgence est mis en place afin de lui permettre de retrouver son lustre d'antan. Là, vous êtes au centre historique, érigé en secteur sauvegardé en 2007 et faisant suite après le séisme de 2003 qui a ébranlé toute la région. Donc il fallait sauvegarder ce patrimoine. Donc il a été classé en 2003 par la commission des biens culturels de la wilaya de Boumardès. Donc il fallait élaborer un plan permanent de sauvegarde, ce qui nous a permis de sauvegarder quelques bâtisses donc qui menaçaient ruine. Pour la Casbah de Délice, on attend toujours que le ministère de la Culture débloque aussi d'autres solutions, disons, d'autres solutions.
Construite en 1103 et classée en 2007 en tant que patrimoine culturel national, le bâti traditionnel de la Casbah de Délice renferme un style architectural berbère, andalou et ottoman, en somme autochtone, propre à la région, témoin probant de la diversité des cultures qui s'y sont succédées à travers les siècles. Toutes les maisons, elles ont le type méditerranéen, c'est-à-dire, et nous avons aussi l'avantage que c'est des maisons qui s'organisent autour d'un patio et plusieurs maisonnettes à l'intérieur regroupent plusieurs familles dans la même maison. Ici, nous avons une région aquifère, il y a beaucoup d'eau et chaque maison, elle possède un puits à l'intérieur. D'où il y a beaucoup, les gens, vous voyez, ils aiment les plantes, les fleurs et tout ça. C'est une tradition qui se perpétue depuis des générations. En empruntant ces ruelles étroites en dessous d'une végétation luxuriante, nous découvrons le mausolée. Et voilà, c'était donc un reportage de notre ami Saïda Mayouf qui nous a emmenés en visite dans la ville de Délice. Et cette fois-ci, nous allons toujours rester avec cette page histoire. Et comme je vous ai dit, chaque secteur célèbre ce 70e anniversaire donc, du déclenchement de la Révolution qui coïncide le 1er novembre de chaque année. Et donc, comme je vous disais, chaque secteur, donc, il célèbre à sa manière. Les artisanes et les artisans aussi donc, vont se réunir donc, du 31 octobre au 3 novembre, donc au 2 novembre, pardon, au niveau de Dar Abdel Taifi. Nous recevons ce matin une artisane qui va prendre part à cet événement, à savoir Madame Mariam Hanifi. Bonjour Mariam. Bonjour. Marhaba. Merci beaucoup d'ailleurs pour l'invitation. Marhaba, ça nous fait plaisir de vous recevoir et surtout on va dire, de faire un petit voyage en votre compagnie dans tout ce qui est naturel. Tout à fait. Nous en avons besoin. Tout à fait. N'est-ce pas? Oui. Alors, vous vous spécialisez dans tout ce qui est produits cosmétiques, oui. N'est-ce pas? Alors, racontez-nous un petit peu votre coup de cœur pour la cosmétologie naturelle. Tout à fait. Donc, on commence par remercier déjà Canal Algérie et toute la télé pour l'invitation. On remercie aussi le ministère de la Culture et toute l'équipe de l'Arc, en particulier les organisateurs qui nous ont donné l'opportunité d'exposer à Dar Abdel Taif, la villa majestueuse et historique. C'est un lieu vraiment... L'endroit à lui seul est magique. Tout à fait, exceptionnel. Donc les expositions là-bas, c'est des expo-ventes. Et d'ailleurs, Jazayana Al-Habiba, l'événement qui va poursuivre à partir du jeudi jusqu'au samedi. On vous invite de 10h à 18h de venir nombreux et découvrir ce monde d'art, d'artisanat, de beaucoup d'artistes. Et à vous inviter aussi de découvrir surtout les bonnes compositions, les bons produits, les articles faits main. Et parmi ces artisans, nous sommes, Mary Soap House, on fabrique des produits cosmétiques naturels. Et depuis 2018 qu'on a commencé à fabriquer des savons, des crèmes, des sérums, des huiles végétales, des déodorants et tout. Donc c'est des produits ceux qui sont faits à base des huiles végétales, de bonnes compositions. Je peux ouvrir pour montrer à la caméra? Oui. Donc on fait je vais essayer d'ouvrir sans défaire l'emballage. Voilà. Donc c'est un savon qui est en forme de zellaïch, en forme de... Oui. Donc on fait un peu des savons, un peu dans le design artistique pour qu'ils puissent marquer le client et donc un aspect visuel un peu soit paysage, tout en gardant toujours la stratégie ou bien la bonne composition. Joindre l'utile à l'agréable, joindre l'art à la cosmétologie, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. En tout cas, ça sent la nature. Ça sent trop bon. Ce qui est sûr, c'est que vous n'utilisez pas de parfum. Non, c'est parfumé naturellement avec simplement des herbes, des plantes, les huiles aussi sont aussi fraîchement, le naturel. Là, vraiment, ça sent un petit peu la forêt. On aurait dit, nous sommes dans les bois. Tout à fait. Donc, nous avons une large gamme de savons. Et dans notre boutique, il y a le large choix, notre gamme qui est située à Albière. Donc, voilà, on existe depuis 2018 et on essaie d'être présent à la boutique et aux expositions pour inviter les personnes vers ce monde exceptionnel aussi. Donc, alors, il faut dire
Mariam, que ces dernières années, il y a un véritable retour vers tout ce qui est naturel, parce que quand on parle de cosmétologie naturelle, on revient un petit peu aux recettes de grand-mère, finalement, qu'on va mettre au goût du jour, on va un petit peu moderniser, mais ça reste, ça nous rappelle quand même ces recettes de grand-mère. Il y a quand même un retour assez important. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué à votre niveau. Oui, oui, surtout ces dernières années où il y avait la pandémie, donc tout était très difficile pour se procurer les produits qu'on avait d'habitude, et on commençait vers la quête et la découverte des produits locaux déjà, et ensuite avec plusieurs... en fait, il y avait un agent de conscience qui a touché un grand public par rapport à la consommation intelligente. C'est consommer intelligemment, savoir en fait, la provenance des produits, l'intention de l'entreprise. Donc il y avait un grand niveau de conscience qui a touché le public, et ça nous a beaucoup aidé. Ça a aidé la consommation locale et le naturel surtout, parce qu'ils savent que utiliser un produit naturel, c'est pour le bien de notre santé, pour le bien de l'environnement. Donc il y avait beaucoup de points qu'ils recherchaient et qu'ils ont trouvé dans ces produits-là. Effectivement, et ce sont des produits nobles que vous utilisez comme matière première, n'est-ce pas? Ce sont des beurres, des huiles végétales, n'est-ce pas? Tout à fait. Et ça justifie un peu le prix. Et d'ailleurs, les personnes, voilà, donc les personnes qui savent en fait qu'ils sont en train d'acheter un certain produit de qualité, donc ils ne se soucient pas vraiment dans le budget, parce qu'ils savent qu'ils achètent un peu la durabilité. Donc la santé aussi. Tout à fait, voilà. Voilà. Et donc, c'est une large gamme que vous proposez. Vous n'êtes pas que dans le savon, mais toute une gamme finalement. Voilà, les shampoings, les sérums, dans tout ce qui est le monde du bien-être. On essaie d'être dans les normes, bien sûr, des analyses toxicologiques, physico-chimiques et d'autres. Donc on essaie de respecter les normes au plus possible. C'est pas très facile, mais on essaie de faire de notre mieux. C'est ce qui freine un peu en fait, parce qu'il y a des clients qui disent que pourquoi pas faire ce produit-là, pourquoi pas ce produit-là. Donc il y avait des produits qui sont pas vraiment faciles à fabriquer, mais on essaie d'être à l'écoute et de fournir à peu près les produits ce dont on a besoin, toujours pour rester dans le contexte minimaliste. Bien sûr. Effectivement, surtout que dans le produit naturel, on sait le plus grand ennemi, on va dire, c'est un peu la conservation. Tout à fait. On n'a pas, les conservateurs naturels n'existent pas, donc il ne faut pas avoir recours aux conservateurs chimiques. Tout à fait. Et donc c'est vrai que ça rend les choses un peu plus compliquées, on va dire. Voilà. Mais on reste quand même dans le naturel, n'est-ce pas? Tout à fait. Alors, en tout cas, on vous retrouve du 31 octobre au 2 novembre au niveau de la villa à Abdel Latif, en compagnie de d'autres artisanes, de d'autres artisans. Artistes aussi, donc vous allez trouver aussi des toiles artistiques, donc tout le monde de l'artisanat et de l'art. Donc il y avait même des toiles de peinture peintes à la main, des tissages, donc tout ce qui est fait à la main, il est présent. Donc je vous invite à venir découvrir, c'est une expérience inoubliable. Vous allez découvrir vraiment de vraiment belles choses. Je suis toujours étonnée parce que c'est toujours il y a un changement, de nouvelles participations. À partir de 60 artisans. Voilà. Donc vous allez faire le tour de la villa. C'est un lieu très majestueux, très joli. Joindre l'utile à l'agréable. Tout à fait. Voilà. En tout cas, vous souhaitez une très très belle continuation. Rendez-vous pris donc du 31 octobre au 2 novembre au niveau de la villa Abdel Latif. On vous souhaite une très très belle continuation, Mariam. Merci d'avoir été parmi nous ce matin. On continue cette fois-ci. Ça va être une autre belle balade qu'on vous propose à travers ces images. On se retrouve juste après.
retour sur le plateau et sans plus tarder, on retrouve notre ami Riyad Belkhadim pour les nouvelles du sport. Riyad, bonjour. Bonjour, Angela. Ça a bien fusionné, plutôt ça a bien foisonné, pardon. Et pourtant, il n'y a pas eu beaucoup de buts dans cette 6e journée, puisque c'est ça dont on parle ce matin, 6e journée du championnat de Ligue 1, qui s'est étalée sur 3 jours. On va voir quelques matchs. L'USMA d'Alger, tout d'abord, qui était à Chlef et qui avait une occasion de dépasser le Mouloudia d'Alger. Et bien, sur ce match, au stade Boumazrak de Chlef, les deux équipes se sont quittées sur un score nul et vierge, 0 partout. L'ASO Chlef court toujours derrière sa première victoire. Elle déçoit toujours ses supporters au stade Boumazrak. Pourtant, on a tenté d'un côté comme de l'autre d'ouvrir la marque. Et l'USMA, qui malgré cela, eh ben, elle reste co-leader pourtant avec le Mouloudia d'Alger. On va voir les différentes occasions, notamment des locaux qui ont buté sur une excellente défense hier des joueurs de l'USMA. Et puis cette équipe de Soustara qui a également tenté. Et on en restera là, donc 0-0. Pour ce match, on va dérouler. Et cette équipe de la GSK qui était attendue au tournant, beaucoup de pression. Et la lumière est venue de Walter qui a marqué ce but sur une superbe passe lumineuse de Riyad Boudbouz qui a déjà marqué par 3 fois et qui là réalise une passe D. On va la revoir, cette passe superbe du milieu de terrain. Et Walter qui arrive à tromper le gardien de Khenchla et la JSK qui décroche donc sa victoire à domicile après celle acquise face à Arbou lors de la première sortie au magnifique stade donc Hussein Ait Ahmed. Voilà donc pour cette victoire de la JSK. On va enchaîner les rencontres avec, on va regarder le CSC qui est lui aussi co-leader avec le Mouloudia d'Alger et l'USMA. Voilà le CSC dans le derby de l'Est. C'était vendredi face à l'entente de Sétif et les Senefr ont ouvert la marque donc très tôt dans ce match. L'entente va égaliser sur cette action. D'abord, il y a eu cette parade du gardien de Constantine. Le CSC, sur cette superbe centre, il va réussir donc à décrocher la victoire. Saoura, justement, Saoura à domicile face au Mouloudia de l'Bayed. Saoura qui décroche une belle victoire, 1-0. Et la joie qui se déchaîne. Et puis, rien ne va plus pour le CRB, 4 fois champion d'Algérie, qui s'incline. Le CRB n'a pas encore gagné dans ce championnat après 6 journées. Et c'est Magara qui réussit à l'emporter grâce à un tout petit but, celui-ci, 1-0. Et le CRB qui mange son pain noir. Les résultats complets après cette journée. On va voir les images de ce 0-0 qui a ouvert cette 6e journée entre le Mouloudia. On va le voir tout de suite, ces images Mouloudia d'Alger face à l'Olympique d'Arbou, la surprenante équipe du promu. Le Mouloudia a tout tenté, mais Arbou, grâce à son gardien Benchir, a résisté jusqu'au bout. Les résultats complets donc, pardon, on va y arriver. Mouloudia Arbou 0-0, Magala qui bat CRB 1-0, victoire du CSC devant Sétif 2-1, Saoura qui l'emporte devant le Bayed 1-0. Match nul entre le Paradou et le MCO 2-0. Match nul également entre l'ASO l'USMA, on l'a vu tout à l'heure 0-0. Victoire de la JSK 1-0. Et hier tard, l'Espérance de Mostaganem a battu Biskra 1-0. Et au classement, le MCA, le CSC et l'USMA sont en tête. Et le dernier de ce championnat, grosse surprise, dans le Houda, c'est le CRB qui n'a que 4 points en 6 matchs. Et encore un coup de chapeau à cette très belle équipe d'Arbou qui résiste aux meilleurs, notamment le Mouloudia d'Alger. Et pourtant, elle avait une occasion de l'emporter. Regardez ce caviar et ce raté. Il ouvre trop son pied, l'attaquant de Arbou. Ça aurait pu réussir à cette équipe du Mouloudia d'Alger. On a fait le tour pour la première division. On va terminer ce bonjour du dimanche avec la Ligue 2. Une journée complète pour le groupe Centre-Est, avec Magran qui l'emporte devant l'US Souf 1-0, victoire de Khroub 2-0 devant le MOC, match nul entre Chaouia et Ouergla 0 partout. Annaba est parti battre Borj Menayel 1-0, victoire de Louis VII, le leader 2-0 devant le Mouloudia de Batna. L'autre club de Batna, le CAB, a fait match nul à domicile devant Michel Khachna. Même score pour Tlarma Chelroum L'Eid. Et puis Gigel dans un superbe match
a fait match nul face à l'USM Al-Harrach. 2 buts partout. Le Harrach reste deuxième en compagnie de Annaba. Et puis dans l'autre groupe, le groupe Centre-Ouest, il n'y a eu que 2 matchs. L'Azmodora a battu Tmouchen dans un derby du fin fond de l'Ouest 2-0. Et puis Bachar Jdid a battu Meshria 2-1. Le reste de cette journée à l'Ouest se déroulera aujourd'hui. L'Arba'a affronte le Wydad de Mostaganem. Koléa accueille Watsli. Saïda El Biar, Miliana Nad du Sendé. Et puis le mardi, ce sera le 5 novembre, il y aura Ben Aknoun, le leader, qui accueille Mascara. Et puis le RC Kouba jouera Zarga. Zarga, c'est la JSM Tiaret. On a fait le tour des 2 ligues dans le Houda. C'était bien chargé pour ce week-end en tout cas. J'ai fait mieux que la Ligue 1. Ils n'ont marqué que... on va les compter. Les buts en Ligue 1, il n'y en a pas eu beaucoup. Je crois qu'il y en a eu 11, 4, 5, 9, 10, 11 buts seulement marqués en 8 matchs. C'est peu, on reste sur notre faim, on espère que les attaquants vont se réveiller. C'est ce qu'on espère en tout cas. Merci beaucoup Riyad pour les nouvelles sportives de cette matinée. Merci à vous et bonne semaine à tous. On se retrouve très bientôt. Dimanche. Dimanche, Inch'Allah. Merci beaucoup Riyad. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Demain sera le 28 octobre, une journée très particulière pour la télévision, l'histoire de la radio et la télévision algérienne, puisque demain coïncidera avec le 62e anniversaire du recouvrement de la souveraineté sur la radio et la télévision algérienne. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire à nous tous, déjà à la télévision, et puis à nous tous, à tous les collègues. Et vous retrouvez donc demain pour une émission spéciale notre ami Fella Benor qui sera accompagné de Amir Nebesh. Pour ma part, je vous retrouve le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. شحال شفت برد من لقيت زينك في مكان تمنيت صير ويزيد النور الشانك يبان يا الغالية غيرك ما يا حلالي عليك الغير ما نخلي حد يمسك تكوني بخير على شانك وبقراك فيك زين كتير رد بحرير تهشم شافك يا الغالية غيرك ما يا حلالي جوهرة جوهرة عزيزة سمك غالي جوهرة